de nous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse et la Fédération internationale des droits de l'homme également, avec laquelle d'ailleurs j'ai pu correspondre dans un autre dossier djiboutien qui était assez connu puisque j'ai eu l'honneur de défendre pendant, en tout cas entre 2012 et 2017, Mohamed Ahmed Edou, dit Jabba, qui était le plus vieux détenu politique djiboutien, qui avait été, alors qu'il avait surpris des gendarmes dans la région de Tadjoura en train de commettre un viol en réunion sur une dame à phare locale, il était intervenu et on l'avait accablé d'un mauvais procès politique. Il avait été, comme ça d'ailleurs, été dénoncé dans de nombre de rapports de l'ONCT, de la Fédération internationale des droits de l'homme. Même un rapport américain que j'ai pu trouver récemment joint un article de Mediapart qui dénonçait ce cas-là. Djibouti a la mauvaise habitude de mettre en détention provisoire à durée indéterminée les opposants politiques sans leur faire de procès au bout. Mohamed Ahmed Jabba va décéder à l'issue de sa détention. Des juges assez courageux l'avaient d'ailleurs remis en liberté parce que nous avions poussé au train et multiplié des requêtes. On avait à l'époque un dossier qui n'était, j'avais eu cette peut-être mauvaise expression, mais en tout cas elle était révélatrice, un dossier qui n'était pas plus épais qu'un smartphone, et pourtant il s'agissait de crimes aussi graves que des crimes de terrorisme, d'intelligence avec l'ennemi, l'Érythrée, ce qu'on lui reprochait. Et Mohamed Jabba avait passé 2 mois à la gendarmerie avant de faire 10 jours de garde à vue, alors que le code djiboutien prévoit une garde à vue de 48 heures renouvelable exceptionnellement. Voilà un petit peu les contingences qui accablent les opposants politiques sur le plan judiciaire à Djibouti. Et Mohamed Kadami, qui est réfugié politique depuis de nombreuses années en France, a lui aussi eu à connaître un petit peu les conditions particulièrement déplorables de la justice et de la détention à Djibouti, puisqu'il a été détenu pendant 3 ans, entre 1997 et 2000, 29 mois en tout, à la prison de Gabod, et notamment une grande partie de sa détention avait alors eu lieu dans une cellule qui est assez célèbre, qui est la cellule numéro 2, puisque ce sont des anciens cabinets de toilettes qui font pas plus de 2 mètres carrés, et dans laquelle il a été maintenu, outre des actes de torture absolument ignobles, outre la torture psychologique qu'il accablait également, puisque sa femme avait été également raflée par le régime autocratique de Djibouti, et elle était enceinte à l'époque. Donc il va rester pendant, je crois, 1 an dans des conditions de détention dans 2 mètres carrés, 23 heures par jour. Voilà, je ferme cette parenthèse introductive pour vous dire que donc récemment, pour des faits qui datent de 1995, du 30 septembre 1995, 3 véhicules auraient été incendiés ou ont été incendiés, et on prête cette action à l'organisation du FRUD. À l'issue de ces faits, l'information est remontée à Mohamed Kadami a posteriori, qui a pu en rendre compte dans un communiqué au nom de l'organisation qu'il préside. Et c'est ainsi que Djibouti essaye d'inventer un mauvais procès à Mohamed Kadami, mais surtout que la France y prête la main. Et ça, c'est quand même la chose la plus surprenante, puisque cette affaire révèle un changement de doctrine de la France. On pensait que depuis l'affaire Borrell, l'entraide, en tout cas la convention d'entraide entre la France et Djibouti était au point mort, et que, compte tenu de la situation locale de ce régime autocratique où Omar Guelleh va briguer un 5e mandat et est élu avec 95% des voix, certains diraient un peu à la façon
de pays tels, par exemple, la Corée du Nord ou autres, pour reprendre des caricatures. Lui a cette particularité en plus qu'il est le neveu de son oncle, qui était le seul autre président depuis l'indépendance en 1972 de Djibouti. Donc on est là en proie à un régime autocratique, une dictature, et le FRUD est l'équivalent de l'ANC. Mohamed Kadami, c'est un peu l'équivalent du Mandela de la Corne de l'Afrique. Et il a trouvé refuge et asile en France. C'était tout à l'honneur de la France de l'accueillir. Il est en France depuis de nombreuses années. Vous pourrez l'interroger à cet égard-là, pour y avoir fait notamment ses études en droit international à la Sorbonne, donc ça remonte. Et à la suite de cette dernière interpellation, en Éthiopie, et puis surtout détention arbitraire pendant 3 ans, entre 1997 et 2000, il a à nouveau été accordé le statut de réfugié. Et depuis lors, il mène toujours le même combat qu'auparavant, c'est-à-dire le combat pour la restauration de la démocratie à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, et puis surtout la restauration de l'unité et de la fraternité entre les divers peuples que l'on peut trouver dans cette Corne de l'Afrique, les Afars, les Somalis, et alors qu'aujourd'hui on a une sorte de régime dictatorial avec une composante clanique assez forte, et une sorte de régime d'apartheid qui fait que les Afars sont largement réprimés à Djibouti. Voilà un petit peu pour le topo géopolitique de la chose. Nous avons été convoqués dans le cadre d'une série qui a donc été lancée à la suite de ces faits, qui remonte donc à 1995. Et cette série a été adressée à l'été 2018 par donc le juge requérant djiboutien, un juge qui avait été beaucoup moins actif quand il s'agissait d'instruire le dossier de Mohamed Ahmed Edou Djaba, puisque c'était elle également qui officiait à l'époque. Je vais referme cette parenthèse, mais compte tenu du fait qu'il s'agit d'un assassinat judiciaire, je pèse mes mots, on voit bien quelle connexion il peut y avoir entre le pouvoir judiciaire ou l'autorité judiciaire djiboutienne et le pouvoir politique, pour ne pas dire Marguerite directement. On a été convoqués, on a répondu en transparence aux questions qui nous ont été posées, et puis de manière assez surprenante. Donc là c'était le 21 janvier. Le 13 février, le juge Tournaire nous a convoqués pour nous mettre en examen pour des faits et une prévention, c'est ça qui est assez d'ailleurs ténu, puisque nous sommes mis en examen selon le code djiboutien pour des faits commis à Djibouti et dans le cadre d'une instruction commise à Djibouti. 5 jours après, 4 jours après, le juge Tournaire se trouvait, ça nous l'avons découvert par la presse interposée, mais se trouvait lui-même à Djibouti pour mettre en examen dans le cadre d'un dossier français un certain Waïd Nasser, ou en tout cas pour l'entendre, en tout cas pour procéder à un acte d'instruction. Alors là on est dans les affaires, d'après ce que j'ai pu lire et comprendre, dans les affaires libyennes, intéressant sans doute un ancien chef d'État français et toute une filière ou un réseau lié à des malfaçons, des malversations ou de la corruption. Bref, et tout ça nous fait penser, ou nous laisse augurer en tout cas qu'il s'agirait d'un échange de bons procédés. Djibouti réclamant Kadami, ou en tout cas sa mise en examen, voire son extradition, et vice-versa sans doute. En tout cas, contre la mise en examen de Kadami, il y avait la possibilité d'interroger le dénommé Waïd Nasser.
la procédure est truffée de difficultés, pour ne pas dire de nullité, ce qui nous a amené, ou ce qui m'a amené à déposer pour Mohamed Kademi une requête afin de faire annuler l'ensemble de la procédure. Si vous avez des questions sur ce point particulier, je ne veux pas rentrer dans des contingences ou des discussions juridiques, mais pour faire court, une commission rogatoire internationale suit un circuit, peut suivre deux voies en réalité. Soit une voie, c'est la voie classique, qui est la voie diplomatique, et donc les ministères des Affaires étrangères se mettent en rapport, enfin en tout cas la commission rogatoire part du juge, est transmise au ministère des Affaires étrangères de l'État requérant, qui le transmet à son homologue de l'État requis, qui le transmet au ministère de la Justice de l'État requis, qui le transmet au procureur général, qui décide des suites à y donner, étant entendu que la place Vendôme peut considérer, au regard de la convention franco-djiboutienne d'entraide, que compte tenu du caractère, c'est l'article 2, du caractère politique de la demande qui est faite, il n'y a pas lieu d'y donner suite. Ça fait partie des clauses d'exception, en tout cas permettant de ne pas donner suite sur un plan légal à une demande d'entraide. Vous avez une autre voie, mais qui n'a pas été utilisée en l'espèce, qui serait une voie d'urgence, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un cas d'urgence où il y a par exemple du personnel en fuite, etc., des juges peuvent communiquer directement, ou des procureurs directement, en tout cas des magistrats, de magistrat à magistrat, mais il faut qu'il y ait une urgence patentée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Et donc de manière assez curieuse, cette série va aboutir à la place Vendôme, qui va transmettre au procureur, tout en lui signifiant, je cite expressément, tout en lui signifiant que le statut attaché à Mohamed Kademi, qui est un statut de réfugié politique en France, et là je cite, fait que l'intéressé, c'est lui accorder le statut de réfugié politique, emporte une obligation de confidentialité attachée à ce statut, et notamment par rapport à une jurisprudence qui est assez constante. Alors on a des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de l'OFPRA, de la Cour de cassation également. Les informations personnelles d'un réfugié politique en France ne peuvent évidemment pas fuiter vers l'État à l'égard duquel il a pris la fuite. C'est tellement une évidence. C'est tellement une évidence que la place Vendôme, la chancellerie l'a clairement signifié au procureur. Il y a eu un bond. Alors là, je ne sais pas, ça reste un des mystères de ce dossier là encore, puisque le dossier est passé du procureur général au doyen des juges d'instruction sans réquisition, ce qui fait aussi difficulté, puisqu'un juge d'instruction ne peut pas, en droit français, instruire sans réquisition du parquet. Donc, c'est déjà une autre difficulté, mais en tout état de cause, il est bien certain que le doyen des juges d'instruction, lui, n'a soumis l'exécution de la commission rogatoire internationale à aucune restriction. De sorte que nous avons été interrogés le 21 janvier par l'officier de police judiciaire sur des éléments, et une enquête a eu lieu, j'ai pu le voir au dossier, sur des éléments personnels. C'est-à-dire que si le dossier devait être transmis tel que la commission rogatoire retournée à Djibouti tel que, Djibouti saurait l'adresse, les comptes bancaires, le téléphone de Mohamed Kademi, de ses proches, ici à Paris. Bon, je n'exclus pas l'éventualité. Enfin, je veux dire, il y a quand même une vraie difficulté là-dessus. Hein. Je ne sais pas quel est le risque, je ne peux pas le quantifier, mais enfin, si à l'avenir deux sicaires mal intentionnés devaient être commis, sachant que Djibouti est quand même, comme je le disais, une dictature avec une crapule à sa tête, voilà. On ne sait pas ce qui peut se produire, ce qui pourrait être fait. En tout cas, c'est tellement hallucinant imaginez qu'on ait fait la même chose, enfin, avec par exemple les réfugiés politiques italiens, alors même que l'Italie est... Enfin, c'est clairement une mise en danger, en tout cas c'est comme ça que je l'aperçois, une mise en danger pour Mohamed Kademi.
J'ai donc déposé cette requête en nullité et j'ai sollicité par ailleurs du président de la Chambre de l'instruction qu'il ordonne la suspension de l'instruction le temps que cette requête soit instruite, parce que ma requête se fonde sur un certain nombre de difficultés, celle-ci, mais également d'autres. J'attends toujours sa réponse et je pense que je l'attendrai longtemps, puisque dans l'intervalle nous avons été convoqués donc, pour être entendus sur le fond en présence du juge requérant djiboutien la semaine prochaine, jeudi prochain, donc nous serons le 28 mars. Voilà. Moi, après je laisserai la parole à Mohamed Kadami, mais je dirais simplement que la façon dont cette affaire se présente est instruite par et est appréhendée par la France, le gouvernement de la France, fait honte à la France. Voilà, ça sera ma conclusion aujourd'hui. Et j'ai presque envie de dire, je pèse mes mots. Ça fait vraiment honte à la France de collaborer avec un tel régime. Mais lorsqu'on sait que M. Macron était il y a une dizaine de jours à Djibouti, vraisemblablement pour affaire que M. Le Drian a expliqué à un député qu'il interrogea il y a quelques jours en commission des affaires étrangères et qui lui a expliqué, ce que j'ai pu voir dans la presse, ce qui m'en a été rapporté, qu'il a pu répondre qu'il n'était pas au courant de l'affaire, alors que cette affaire a suivi la voie diplomatique et est nécessairement passée par son cabinet. Voilà. On sent bien qu'il y a des sous-jacents peu brillants et peu valorisants pour la France. En tout état de cause, lorsque l'on voit par ailleurs, parce que bon, voilà, j'ai Florent Gilles qui connaît sans doute même mieux, plus amplement la situation à Djibouti des droits de l'homme et des violations des droits de l'homme, des tortures. J'ai pu lire un rapport de l'OMCT absolument affligeant. Voilà. Donner suite à cette série fait vraiment honte à la France. Merci à vous, M. Kadami. Merci. Merci d'abord de recevoir.